死なせねえ。みんな死なせねえぞ。俺が守るんだよ。月が天使。Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. Surtout qu'aujourd'hui, nous allons parler de Japanimation. Mais attention, nous n'allons pas parler de n'importe quel animé. Nous allons parler de Bleach. Pour rappel, qui fait partie du Big Three des meilleurs animes shonen qui existent de tous les temps. Il a régné aux côtés de One Piece et de Naruto pendant très longtemps avant de laisser sa place à d'autres. Et aujourd'hui, il signe son grand retour. Je sais, j'arrive avec quelques dizaines d'années de retard pour vous en parler, mais ce n'est pas grave parce que je me sens d'autant plus proche de cette œuvre qui, elle aussi, aura mis 10 ans à revenir sur nos écrans. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui au cours de cette vidéo, est-ce que ce retour, aussi sanglant soit-il, est digne du règne qu'a eu Bleach à l'époque? Alors, je ne vous ferai pas l'offense de contextualiser Bleach, nous allons faire comme cette suite et rentrer directement dans le vif du sujet. Et la première chose que j'ai à vous dire, mais les gars, quel plaisir de revoir Bleach. Déjà qu'au moment de l'annonce, j'étais grave hypé parce que je me suis dit, ne serait-ce que visuellement, la série aura ce qu'elle mérite, à savoir profiter d'une modernisation des techniques d'animation et de mise en scène, tout en profitant d'animateurs qui se sont soit bonifiés avec le temps ou alors qui ont émergé ces dernières années pour nous servir du caviar. Et je n'ai clairement pas été déçu en visionnant cette série. C'était limite du caviar servi sur un petit plateau d'or par un majordome qui nous disait: monsieur, voilà, nous avons fait maturer pendant près de 10 ans et voilà le millésime qui est Bleach, qui n'a rien perdu de sa splendeur. Bien au contraire, elle s'est embellie et enrichie avec le temps. Peut-être ne suis-je pas objectif et j'exagère, ce n'est pas grave, mais en tout cas moi, je n'ai pas boudé mon petit plaisir. Alors, nous allons prendre quelques instants pour détailler ce ressenti visuel qui a été le mien. Et la première remarque que j'ai envie de partager avec vous, c'est que ce soit dans le dessin, dans la mise en scène ou dans le chara-design des personnages, je ne ressens pas de véritable rupture avec les épisodes que j'ai pu visionner quelques années plus tôt ou même ceux de cette nouvelle saison. Et je vais tenter de m'expliquer. Très souvent, lorsqu'une série reprend quelques années plus tard, que ce soit par ses anciens studios d'animation ou par de nouveaux, je suis capable de me dire, ok, voilà ce qu'il y avait avant, voilà ce qu'il y a aujourd'hui, voilà ce que j'aime d'un côté comme de l'autre, ou voilà, c'est ce côté-là que je préfère et je ne préfère pas l'autre. Là, je suis incapable de le faire parce qu'il y a véritablement deux ressentis qui sont au coude à coude à l'intérieur de moi. D'un côté, la nostalgie, parce que ce soit en termes de mise en scène, des scènes de combat, d'action, de rythme, je ressens ce Bleach qui m'a fait vibrer quelques années plus tôt. Et de l'autre côté, je ressens aussi ce rafraîchissement, ce renouveau de l'anime qui fait extrêmement plaisir. Et les deux sont au coude à coude et j'ai du mal à me dire en fait que là, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et je me dis simplement en fait, on est totalement dans la continuité de ce qui se passait bien des années auparavant. Alors, afin de clôturer ce chapitre visuel, le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le choix de la mise en scène et des couleurs qui, tout le long de mon visionnage, m'aura fait penser plus à un film plutôt qu'à une série. Et si dans un premier temps, on s'attarde sur le choix des couleurs, on se rend compte que sur chaque épisode est appliqué un filtre grisâtre, voire chrome, qui pour moi est en parfaite adéquation avec la thématique de guerre que nous propose cet arc. Parce que ici, nous avons des Quincy dont la puissance militaire dépasse complètement le Serietei et qui menacent en fait de réduire en cendres, en feu et en larmes le monde que nous avons connu. Comme pour nous dire en fait celui-ci va mourir petit à petit et tout ça se fait dans une ambiance assez anxiogène qui est totalement renforcée par cette couleur grise dont je vous parle sous cette espèce de filtre qui est appliqué. Et d'ailleurs, si on s'en réfère à ce qui se passe ailleurs, notamment dans les films de guerre, on a ce même filtre gris chromatique qui est appliqué pour renforcer tous ces sentiments dont je vous ai parlé précédemment. Donc, celui d'être totalement dépassé par un ennemi qui vient nous envahir, le côté anxiogène et surtout le côté
mourir petit à petit, comme s'il y avait un voile d'obscurité qui s'abaissait petit à petit. Et je trouve que ce choix est particulièrement pertinent, même si nous parlons là de shonen neketsu, et j'ai pas souvenir qu'on ait l'habitude de voir ça dans ce type d'œuvre en termes d'anime et de manga. Mais si toutefois je me trompe, je vous invite à me donner quelques exemples en commentaire. Alors, dans ce chapitre consacré au fond, qui selon moi est divisé en deux parties dans cette nouvelle saison, une partie qui sera consacrée aux Séritei et à leur confrontation avec les Quincy, avec tout ce que cela implique en termes d'informations futures, passées ou présentes, et de l'autre côté, nous avons un arc entre grosses guillemets consacré à Ichigo et à ses origines. Mais nous allons procéder dans l'ordre et déjà parler de ce qui se passe dans le Séritei. Alors, dès les premiers instants de l'anime, on va être invité à assister à une guerre naissante et imminente entre les Shinigami et les Quincy. Je rappelle, les Quincy ont été éliminés de manière radicale et brutale par les Shinigami il y a 200 ans de cela. Et il faut se dire une chose, c'est que le retour des Quincy est tout aussi brutal et radical, parce que celle-ci va prendre forme à travers la mort de Sasakibe, qui va se faire empaler dans le bureau de Yamamoto puis voler son bankai. Va s'en suivre l'arrivée des misères Quincy devant monsieur Yamamoto qui vont lui dire: mais attendez, nous ne sommes pas arrivés là un peu trop tôt, vous n'avez pas de garde du corps monsieur. Et dans sa grande badassitude, Yamamoto va leur répondre: je n'ai point besoin de garde, ma présence à elle seule est amplement suffisante. Mais quel homme ce monsieur. Et pour autant, les Quincy vont lui rétorquer: mais mec, arrête de rigoler, ceci n'était qu'une mise en bouche. Dans 5 jours, on va vous revenir en pleine face et on va vous faire du mal et on va vous faire du sale. Comme dit, comme fait, les gars vont revenir envahir le Séritei. D'ailleurs, on va découvrir Iwatch, le roi des Quincy, qui arrive au-dessus du Séritei. Un petit peu comme Pain. Je me suis dit, ok, le gars va faire un Shinra Tensei. Bon, on n'en était pas loin, véritablement. Et là, il va envoyer toutes ses troupes sous le Séritei. Et à partir de ce moment-là, ça a basculé à mes yeux. On n'était plus dans Bleach, on était dans Bleach of Throne. C'est-à-dire que tous les personnages que nous avons connus côté Shinigami, que nous n'avons pas connus, n'étaient clairement pas en sécurité. Il n'y avait pas de scénario au-dessus d'eux pour les protéger, parce que les Quincy sont arrivés là, ils ont débarqué, ils ont coupé, ils ont tranché, ils ont blessé de manière radicale. Soit les Shinigami étaient inefficaces, soit ils étaient comme Kira, mortellement blessés, et la caméra les fait disparaître littéralement, on les revoit plus, on ne sait pas s'ils sont vivants, soit ils sont morts. Les pertes côté Shinigami étaient incalculables, mais même si on ressentait ce poids-là et cette menace que représentaient les Quincy, à mon sens, il manquait la petite cerise sur le gâteau pour bien enfoncer le clou, et ça aurait pu être la mort de Byakuya. Mais malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme cela, puisque lorsqu'on va revoir Byakuya blessé, ce dernier va se faire retrouver par Ichigo. Dans son dernier faux souffle, il va lui dire: Kurosaki Ichigo, pourrais-tu protéger ce que j'ai de plus cher à mes yeux, à savoir le Séritei, et donc par extension Rukia. Il en vient même à s'excuser auprès de Renji. Mais imaginez simplement que Byakuya soit mort à ce moment-là, en prononçant ces derniers mots face à Ichigo, le Ryokai qui dans les premiers épisodes représentait tout ce qu'il détestait. Ensuite, imaginez simplement l'impact que cela aurait eu, mais surtout du côté de Rukia. Imaginez simplement, elle se dit: mon frère n'est plus là, mademoiselle développe une haine tellement froide qu'elle débloque un nouveau Shikai ou un nouveau Bankai. Imaginez simplement Renji qui n'a pas pu protéger le frère de la femme qu'il aime, il n'a pas pu protéger l'homme qu'il souhaitait surpasser plus tard, et le gars développe des pouvoirs qui sont plus ou moins inspirés de ceux de Byakuya. Ça aurait été un moment monumental, que ce soit pour les personnages au sein de Bleach, que ce soit pour les fans derrière leurs écrans. Mais le beau gars survécu, je suis content pour lui, mais quand même, on est passé à côté d'une dinguerie. Mais celui qui n'aura pas pu échapper à la mort, c'est monsieur Yamamoto Genryusai, qui va se retrouver face à Iwatch, tout du moins c'est ce qu'on croit. Et durant cette confrontation, monsieur Yamamoto, déjà que je le respectais durant l'arc de Aizen, mais aujourd'hui je l'admire, il nous a servi un combat incroyable, l'un des plus beaux combats selon moi de Bleach. Et Dieu sait qu'il y en a eu des combats dans Bleach, mais là c'était incroyable. Le Bankai du Boog
peut changer et faire du réchauffement climatique au sein du Sérété, du réchauffement climatique au sein d'un monde des esprits. Enfin, le gars défie toute logique. Non, c'était incroyable. C'était d'une beauté, c'était du caviar flambé. Et en plus, autour de ce combat, autour de ce millésime en termes d'action et de mise en scène et d'animation, il se permet même de lâcher un petit flashback, nous expliquant les liens qui les unissent avec Sasakibe et lui. Et en plus, petit flashback nous expliquant pourquoi Yamamoto n'a pas pu ou su tuer Iwatch il y a 1000 ans de cela. Oh là 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 là. Et puis, force est de constater que malgré toute cette grande performance, Yamamoto ne va pas survivre à cet échange. Et donc, il va se poser la question, comment les Shinigami vont-ils s'en sortir? Pour la plupart d'entre eux, ça va être l'occasion en fait de soit reconsidérer leur pouvoir ou leur Bankai. D'ailleurs, comme l'a dit l'un des Quincy, ce sont des personnages qui ont développé une puissance assez grande sur le long terme au point d'en avoir oublié la peur. Et donc c'est comme si ces Shinigami repartaient un petit peu à zéro. Concept plutôt intéressant parce que ce concept va nous permettre d'une part de découvrir la division 0 qui représente 3-4 préceptes qui ont fondé la Soul Society telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et de l'autre côté, ça va nous permettre de découvrir un petit peu plus la notion de Kenpachi à travers Zaraki et à travers Unohara qui vont se livrer à un combat qui était somme toute intéressant. Mais le seul petit bémol que je lui aurais trouvé à ce combat-là, c'est que on nous explique, j'ai pas bien compris en fait comment fonctionne le Bankai d'Unohara. Donc faut-il peut-être que je revoie cet épisode. Mais globalement, en ce qui concerne l'arc Sérété versus Quincy partie 1, franchement, je me suis régalé. Alors, nous allons donc entamer la dernière ligne droite de cette vidéo en parlant de Ichigo et du flashback qui lui est entre guillemets consacré, mais qui se passe bien avant sa naissance, nous expliquant en fait qui est la mère d'Ichigo. Nous apprenons donc que celle-ci est une Quincy de haut rang qui a été mordue par l'une des expériences d'Aizen et son père n'était autre qu'un Shinigami. Ça fait beaucoup pour un métissage, mais ça nous permet tout de même d'avoir la réponse à la question qui a été posée dans les arcs précédents lorsque Ichigo affrontait Aizen et que celui-ci lui a dit « Tu n'es pas si différent de Hirako et des Vizard, tu n'es autre que d'un de mes produits en fait ». Et au moment où il allait lui dire ce qu'il était exactement, Ishin a débarqué, a interrompu leur conversation. Donc, on a déjà un premier début d'élément de réponse qui est plutôt intéressant. Maintenant, découvrir le père d'Ishida jeune, découvrir Ishin jeune, découvrir, entre guillemets, je crois, c'est la servante du père de Ishida qui, je pense, plus tard sera la mère de ce dernier. Franchement, c'était très sympathique à suivre, mais j'ai pas non plus été particulièrement bouleversé puisque bon, c'était juste un flashback nous expliquant, ben voilà, votre héros préféré est issu d'un des métissages les plus complexes qui puissent exister dans l'univers. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que Ichigo va devenir et qu'est-ce qu'il va faire de ces informations. Donc, je n'irai pas trop jusqu'à me prononcer. Disons que je vais faire preuve de patience en ce qui concerne cette partie. J'espère juste que ce n'est pas un prétexte au power-up ou un prétexte pour voir Ichigo utiliser des arcs et des flèches. J'espère que ça ira un petit peu plus loin que cela, même si nous savons que Bleach n'est pas forcément l'anime de référence en termes de narration. Donc, nous avons terminé, je pense, sur la partie Ichigo. Et l'une des vraies dernières choses que je veux aborder avec vous, c'est cette guerre Quincy-Shinigami. En fait, j'ai beaucoup d'espoir sur la conclusion de celle-ci parce que je me doute bien que ça va être des 1v1 ou des 2v2 ou des 2v3, bref, des combats à la Bleach avec des chorégraphies à la Bleach, ça risque d'être stylé. Simplement, il y a une question très intéressante qui a été posée au début par l'un des sous-officiers de la division 6 qui demande à un haut gradé pourquoi on part en guerre contre les Shinigami. Et le gars répond, ah oui, c'est vrai, vous êtes jeune, vous ne savez pas pourquoi. Il explique l'origine du conflit. Et à la fin de cette explication, le sous-officier va lui dire « Mais attendez, est-ce que cette bataille est juste ?» Et là, le haut gradé va lui répondre « Mais s'il s'agissait d'une conquête ou d'une défense, on aurait pu parler de justice d'un côté et pas de l'autre. Mais là, il s'agit d'une guerre. Et dans une guerre, les deux parties pensent que la justice est de leur côté et donc la confrontation est forcément obligatoire. » Alors c'est peut-être une question qui est perdue dans l'océan de Bleach, mais si jamais on a une réponse à celle-ci, ou tout du moins une conclusion à laquelle puissent arriver nos personnages,
mais pour moi, ce serait peut-être un des meilleurs arcs de Bleach qui aura soulevé des questions auxquelles il aura répondu durant le même arc. Peut-être me fais-je peut-être trop d'espoir à voir ce que l'avenir nous réserve, mais quoi qu'il en soit, je reste très curieux de découvrir cette seconde partie. Et en ce qui vous concerne, j'aimerais que vous puissiez me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle saison. Est-ce que vous êtes impatient de découvrir la deuxième partie? Et en attendant que tout cela se passe, bien évidemment, en ce qui me concerne, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.